Ce mercredi, le nouveau film événement Disney sort en salle, Mufasa, le Roi Lion. Le film, réalisé par Barry Jenkins, à qui on doit notamment le chef-d'œuvre Moonlight, n'est pas une suite au film culte d'animation de 1994, mais bien un préquel, donc qui se passe avant, le remake live-action de 2019. En effet, depuis plus de 10 ans, l'entreprise aux grandes oreilles propose chaque année une réinterprétation d'un de ses plus grands classiques. Une manière évidente, voire grossière, de s'assurer une forme de rentabilité automatique. Mais ces remakes, adulés par certains et détestés par d'autres, ne sont pas juste une machine à cash. Ils révèlent un paradoxe passionnant sur Disney, son histoire et son avenir. Pourquoi Disney mise-t-il tout sur ses remakes? Quel secret cache ses succès pour le moins discutables? Préparez-vous à découvrir la face cachée des remakes live-action Disney. Je vous propose dans un premier temps de revenir sur l'histoire de ces remakes. L'objectif est pas du tout de vous faire toute la chronologie sur l'ensemble de la vidéo, vous me connaissez, mais je pense que c'est essentiel de comprendre et de voir comment ces remakes sont apparus pour ensuite mieux les analyser. Et parfois, on pense connaître toute l'histoire alors que pas forcément. Parce que quand on parle des remakes live-action de Disney, les premiers qui viennent en tête, c'est souvent Le Roi Lion, La Belle et la Bête ou Aladdin. Mais l'histoire des remakes remonte bien avant les années 2010 et même avant ma naissance. Au début des années 90, le producteur indien Raju Patel souhaite lancer un projet d'adaptation du livre de la jungle pour fêter le 100e anniversaire de l'œuvre de Kipling. Le projet est finalement récupéré par la Walt Disney Company qui le sort en 1994 pour célébrer le centenaire. Alors, techniquement, est-ce que c'est vraiment un remake ou simplement une nouvelle adaptation du livre de la jungle ? Chacun jugera, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est très différent du dessin animé de base. Walt Disney Pictures presents The Jungle Book. Pas de gentil Balou ou de la chanson culte « Il en faut peu pour être heureux ». On y retrouve un Mowgli beaucoup plus âgé, il a 20 ans, dans un univers assez réaliste où les animaux ne parlent pas. Le film réalise plus de 70 millions de dollars de recettes dans le monde pour un budget d'environ 25 millions, ce qui est plutôt une réussite. Dans la foulée, ce sont les 101 Dalmatiens qui vont également avoir le droit à leur remake en 1996. Glenn Close y interprète le rôle de Cruella avec encore une fois la volonté de rendre le film plus réaliste, les animaux ne parlant pas. Glenn Close. Good evening, madam. Extend leg. 101 Dalmatians. Malgré des retours mitigés et un budget de 75 millions de dollars, le film amasse 320 millions de dollars dans le monde, ce qu'en fait une véritable réussite. Ces deux succès engendrent alors tous les deux des suites. Comme quoi, l'idée de faire la suite d'un remake ne date pas d'hier. Mais pour le coup, les résultats sont bien moins convaincants. Les 102 Dalmatiens récoltent moins de 200 millions de dollars, alors que la suite du livre de la jungle, qui est en fait un préquel, donc qui se passe avant le remake, si vous me suivez, est sorti en 1998, se retrouve carrément en direct to DVD. Pendant 10 ans, Disney laissera de côté cette stratégie avant d'y revenir malgré tout. Parce qu'en 2007, l'entreprise de Mickey récupère de nouveau un projet d'une adaptation en prise de vue réelle autour du film Alice au Pays des Merveilles. Je le précise car, comme pour le livre de la jungle, Disney ne semble pas être à l'origine de l'idée. Elle leur a été présentée par le réalisateur Joe Ross et les productrices Jennifer et Susan Todd. Finalement, comme souvent, il y a pas mal de différents artistiques et le film revient entre les mains de Tim Burton qui accepte de le faire en mélangeant le live action et la technologie de la motion capture utilisé par Andy Serkis pour Gollum dans Le Seigneur des Anneaux par exemple. Pour vous dire à quel point les effets spéciaux ont une place centrale, dites-vous que 90% du long métrage a été filmé sur fond vert en seulement 40 jours. La légende voudrait même que les équipes sur place aient été pris de nausées à force d'être entourées de verre et que Tim Burton aurait fait adapter ses lentilles de vue pour contrer la couleur. Ici encore, le remake s'éloigne de l'original et fait même plutôt office de suite avec un personnage d'Alice plus vieux et un univers moins enfantin, beaucoup plus proche de la vision de Tim Burton. Le film sort en 2010 et est un carton, puisqu'il dépasse le milliard de recettes au box-office et rafle même 2 Oscars. Il n'en fallait pas plus pour que cette fois, Disney décide véritablement de lancer la machine. Linda Wolverton, la scénariste du film, se retrouve commissionnée pour écrire cette fois une adaptation de La Belle au bois dormant, mais du point de vue de Maléfique, ce qui donnera Maléfique. Et un film Cendrillon est également rapidement mis en chantier et sortira en 2015, réalisé par Kenneth Branagh.
et sera lui aussi un carton. Le long métrage sera par contre beaucoup plus proche du dessin animé original, Disney ayant remercié à plusieurs reprises des scénaristes et réalisateurs dont la vision du conte était considérée comme trop sombre. Mais le deuxième vrai tournant a lieu en 2019. En juillet 2019, le film Le Roi Lion, réalisé par Jon Favreau, sort au cinéma. Le long métrage reprend en grande partie, voire parfois plan pour plan, le film original dont il est le remake. Vous avez probablement déjà vu passer les fameuses vidéos avec les deux plans superposés qui mettent en parallèle les similarités entre les films. Ici, les animaux parlent, et en même temps, ça aurait été difficile autrement. Il s'agit du 9e remake dit live action, on reviendra sur ce terme, depuis Alice au Pays des Merveilles. Mais plus encore, il s'agit du 3e remake live action uniquement pour l'année 2019, une année record puisqu'elle verra en tout 5 remakes Disney voir le jour. C'est désormais clair, la petite souris mise gros sur ces remakes. Et clairement, c'est un choix plus que payant. Déjà car 2019 représente un record pour l'entreprise qui a cumulé 10,792 milliards de dollars au box-office mondial, dont 10% uniquement pour Le Roi Lion, son précédent record étant à 7,26 milliards. Mais aussi car 2019 signifie également l'arrivée de Disney+. La plateforme 100% Disney promet le catalogue de la marque, mais également la sortie de remakes exclusifs comme La Belle et le Clochard par exemple. Et à ce moment-là, vous entriez dans les bureaux Disney avec un projet de réinterprétation d'un classique, vous repartiez sans le moindre souci avec un bon de commande et un chèque de plusieurs millions de dollars. Mais évidemment, si c'était juste une success story, ça serait trop simple et vous en seriez pas à moins d'un quart de la vidéo. Car à côté des succès en salle, le public se montre très critique envers ces remakes. Simple copier-coller sans intérêt, ou au contraire, film trop éloigné de l'original et n'atteignant jamais sa grandeur. Même si Cruella convainc, par exemple, le film n'engrange que 200 millions de dollars, donc moins que le premier remake de 1996, même si le Covid y est pour beaucoup. Mais le problème concerne surtout Mulan, Pinocchio ou Peter Pan et Wendy, qui sont tous un échec au moins critique à leur niveau. Même La Petite Sirène, qui est promis à être un carton immense, ne fait pas un score exceptionnel. Et pendant ce temps, le film Blanche-Neige est encore repoussé suite à de nombreuses polémiques sur lesquelles on reviendra. Pour autant, ça ne semble pas freiner Disney, qui a désormais les cartons remplis de projets de live-action comme le film Stitch, ou même Hercule ou Vaiana. On l'a donc vu, le concept et la stratégie des remakes live-action chez Disney s'est imposé sur le temps long. On a souvent l'impression que c'est tout récent et que ça reflète notre époque, mais pas tant que ça. Si je vous ai raconté dans les grandes lignes l'histoire du développement de ces adaptations, cela n'explique pas le succès de certains de ces films, ni même le fait que cette stratégie soit devenue aussi centrale pour la Walt Disney Company. La première réponse, la plus évidente, mais pas forcément la plus importante, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est évidemment le calcul économique. Vous connaissez la formule, comme d'habitude, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Disney, ce n'est pas étonnant, c'est complètement autofinancé, autoproduit, donc le meilleur moyen de soutenir, c'est de s'abonner, de partager et de commenter avec votre avis sur la question. Oui, évidemment, je pourrais vous dire, Disney fait ça pour l'argent et tout le monde serait plutôt d'accord et même content avec ça. Tout simplement parce que oui, c'est vrai. Mais dire ça, c'est un peu ne rien dire, parce que tout ce que fait l'entreprise, c'est pour l'argent. C'est le principe d'une entreprise. Alors que quand on se penche réellement sur le calcul économique derrière cette stratégie, on y découvre des mécaniques passionnantes. En réalité, les remakes Disney sont directement hérités de ce qui a été appelé pendant longtemps le Disney Vault. Pendant plusieurs décennies, l'entreprise gardait en effet dans un coffre-fort extrêmement protégé tous ces classiques pour en faire des machines à cash sur la durée. Avant l'arrivée du support physique, donc la VHS et les DVD, Disney avait comme habitude de ressortir de manière assez régulière ces classiques au cinéma. En effet, pendant la guerre, le géant américain s'était retrouvé en manque de liquidité et avait donc dû ressortir Blanche-Neige, ce qui avait été un immense carton. C'est donc devenu une stratégie à part entière, à tel point qu'il était extrêmement rare aux États-Unis d'avoir un film Disney diffusé à la télévision pour les préserver. Dans les années 70, la VHS arrive et tous les studios américains en profitent pour sortir tous les films sur ce support. Tous sauf Disney, qui attaque carrément Sony, le constructeur, pour incitation au piratage. Disney perd le procès et sort plusieurs films sur VHS, mais uniquement des moyens-métrages ou des petits films. Aucun de ces classiques ne sort de peur de leur faire perdre leur valeur et de freiner leur succès lors des ressorties en salle. Finalement, l'entreprise sort petit à petit certains classiques, mais toujours au compte-gouttes, en précisant
la rareté de ses sorties. Les publicités disaient alors clairement, si vous achetez pas la VHS maintenant, vous aurez peut-être plus aucune chance de la revoir. After March 31st, Disney will stop selling this timeless classic. Hurry, this Easter is your last chance to add Bambi to your collection before it disappears for years to come. Available from Disney only until March 31st. Puis, quand est arrivé le DVD, Disney a continué cette stratégie avec les fameuses suites direct ou DVD que vous connaissez forcément. L'objectif étant de capitaliser sur un classique par le biais d'une suite faite un peu à l'arrache pour le marché vidéo, tout en cultivant la rareté de ces mêmes classiques. Dans son article sur le phénomène, la chercheuse Rebecca Rowe analyse comment cette stratégie donnait même une valeur supplémentaire à ces films qui apparaissaient comme tellement précieux et magiques qu'ils se devaient de rester enfermés dans le coffre de Disney bien sécurisé. Mais surtout, cette stratégie montre que la Walt Disney Company a toujours, en tout cas depuis Blanche-Neige, compté sur ses grands succès pour construire un revenu quasiment passif par le biais de ressorties en salle, de sorties limitées en physique ou de suites en DVD. Le problème, c'est que le téléchargement et puis Netflix ont totalement mis à terre cette pratique. Ils ont fait perdre toute la rareté physique de ces films qui étaient désormais à la disposition de tous, à très bas prix, voire même gratuitement. Ce qui explique aussi la disparition des suites direct ou DVD, dont l'unique but était de vendre un simulacre de l'expérience du classique qui n'était pas disponible, donc une forme de faute de mieux. Pour reprendre le contrôle sur ses œuvres, Disney lance Disney+. Mais la plateforme peine à être rentable dans les premières années. Alors oui, là, ça fait 5 minutes que je parle plus de remake, mais je pense que vous voyez où je veux en venir. Les remakes sont la suite logique de cette stratégie commerciale. Face à l'impossibilité de restreindre la circulation de ces films cultes, l'entreprise a dû changer son fusil d'épaule. Puisque les ressorties des classiques d'animation ne font plus autant vendre en raison de leur accessibilité, la solution la plus simple a été de les recréer pour réévénementialiser le film tous les 5-10 ans. L'entreprise est passée d'une tactique autour de la rareté à son opposé, l'abondance. Ça demande plus d'investissement, mais ça peut également rapporter beaucoup plus. Et oui, ça peut paraître un peu paresseux, et ça l'est probablement en partie, mais pour une entreprise comme Disney, c'est même quasiment devenu vital. On a tendance à voir les studios hollywoodiens comme des immenses machines trop grosses pour échouer. Mais le business de l'industrie cinématographique reste un secteur énormément soumis au risque, et ça, Disney l'a bien appris à ses dépens. En 2012, le studio sort John Carter, l'adaptation de science-fiction très ambitieuse qui se crache littéralement au box-office, faisant perdre près de 300 millions de dollars à son producteur. L'année suivante, c'est le film Lone Ranger porté par Johnny Depp qui perd près de 200 millions de dollars à cause du box-office. Des exemples comme ça, dans l'histoire de l'entreprise, il y en a la pelle, comme À la poursuite de demain ou Un raccourci dans le temps. Dans son livre consacré aux remakes, Constantine Verevis souligne que, pour les producteurs de films, les remakes sont toujours considérés comme une forme de garantie financière pour des projets de grande ampleur. Ça rejoint une très large étude menée par le studio Warner Bros. En 2019 sur les habitudes de consommateurs. Dans un environnement médiatique toujours plus saturé, l'étude montrait que les utilisateurs ont ironiquement tendance à se tourner vers des films et des séries qu'ils connaissent déjà. On a tous déjà vécu cette scène devant Netflix ou autre à galérer à choisir un film à regarder pour finalement revoir pour la 10e fois un long métrage qu'on adore. Bon, forcément, Disney joue là-dessus avec ses remakes. Une famille préférera toujours payer 50 € pour aller voir un film dont elle est à peu près sûre que le contenu plaira aux enfants, puisqu'ils aiment l'original, plutôt que de prendre le risque d'aller voir L'Apprenti sorcier avec Nicolas Cage. Même si, techniquement, c'est un remake live-action de Fantasia, en tout cas d'une partie de Fantasia. Là-dessus, je vous apprends rien. Notre époque est envahie par une folie nostalgique qu'on a maintes fois documentée et analysée sur la chaîne. Évidemment, dans les chiffres, ça ne trompe pas. L'étudiante Katie Drake a comparé le box-office de 8 films en prise de vue réelle Disney par rapport aux films d'animation original. Le résultat est éloquent et sans appel, les live-action cartonnent et surperforment largement le matériau de base. Alors, bien sûr, c'est à mettre en comparaison et en perspective avec les budgets respectifs, mais La Belle et la Bête ou le film Aladdin ont rapporté plus de 3 fois la somme originalement obtenue avec le dessin animé. La multiplication des remakes live-action s'explique donc en partie par la volonté de Disney de limiter les risques de sa filiale de production de films live. Encore plus dans une économie frappée par le Covid et dans une entreprise qui a connu des changements de management importants ces dernières années. La nostalgie, mais surtout l'appui sur les franchises, représente le cœur du business de Disney. Les remakes live-action n'en sont qu'une partie visible. Parce qu'en effet, les remakes en prise de vue réelle sont avant tout une manière de valoriser leurs IP
donc les propriétés intellectuelles. Vous savez, les revenus de Disney proviennent des entrées en salle, des billets vendus à Disneyland, mais aussi des produits dérivés. Et ces propriétés intellectuelles, donc en gros les marques type Le Roi Lion, Cendrillon, La Reine des Neiges, Disney fait payer pour leur utilisation, que ce soit les entreprises de textile qui souhaitent utiliser les images des films, ou même leur propre parc. Et oui, par exemple, Disneyland Paris paye chaque année des royalties à la Walt Disney Company pour avoir le droit d'utiliser les licences Disney. Ce montant, selon Forbes, serait même monté à 156 millions de dollars en 2023. Et en fait, c'est là qu'on entre dans le cœur du sujet. Car la stratégie des remakes live-action est bien plus qu'une opération financière qui vise à faire venir facilement les gens en salle. C'est une manière pour Disney d'exercer un contrôle créatif sur des œuvres qui risquent de leur échapper. Évidemment, comme on l'a vu, les remakes en prise de vue réelle sont avant tout une opération financière intéressante. Mais, et je sais que ça va paraître contre-intuitif, ils sont surtout une opération créative de la part de Disney. Je suis un fan de Peter Pan, c'est mon Disney préféré. Et vous savez quel est mon Peter Pan favori? Non, pas celui sorti l'année dernière, pourtant réalisé par David Lowery qui a fait mon film fétiche. Pas Hook non plus, ni Pan avec Hugh Jackman, mais bien celui de 2003, produit par Universal et Columbia. Ready to cast off? Aye, aye, Captain! Et c'est loin d'être le seul film en prise de vue réelle qui adapte une histoire Disney qui n'est pas initié par le studio. En 2012, un film Blanche-Neige et le Chasseur voit le jour avec Kristen Stewart, Charlize Theron et Chris Hemsworth dans un ton bien différent de l'adaptation de La Petite Souris aux Grandes Oreilles. Pareil pour Le Cendrillon d'Amazon, sorti en 2021 avec Camilla Cabello. Je parle même pas des deux parodies d'Aladin avec Kev Adams auxquelles la doubleuse officielle d'Elsa avait même pris part. Un choix qui a pas trop dû plaire à Disney, qui aime pas trop qu'on joue avec ses propriétés intellectuelles sans son accord, et d'ailleurs depuis, elle n'a pas repris le rôle d'Elsa pour La Reine des Neiges 2, même si elle dément officiellement que ça en soit la cause. Mais pire, en 2022, Disney sort le remake de son classique Pinocchio réalisé par Robert Zemeckis, la même année que Netflix, et son adaptation par Guillermo del Toro qui sera bien plus appréciée. Il existe ce qu'on appelle dans le jargon juridique une forme de parasitisme. La définition est la suivante: l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit sans rien dépenser de ses efforts ou de son savoir-faire. Alors, d'un point de vue purement légal, ces studios ne font pas du parasitisme puisqu'ils ne font que réadapter des contes ou œuvres souvent tombées dans le domaine public sans donner l'impression d'être affiliés à Disney. Cependant, le géant américain a bien conscience que désormais, lorsque les gens parlent du film Pinocchio ou Peter Pan, ce n'est peut-être pas un produit de la firme qui est directement mentionné. Ce qui les embête. Produire en masse ces remakes live-action, c'est aussi dissuader d'autres acteurs du marché de le faire par des moyens détournés et éviter toute confusion. L'objectif est de mettre en place une forme de gatekeeping, Disney se positionnant encore une fois comme un gardien du temple de ces histoires. Mais surtout, pour continuer à être pertinente, une licence, une propriété intellectuelle a besoin d'être entretenue afin de se maintenir dans l'inconscient collectif. Un film d'animation, même un classique, qui serait perdu au fin fond de la plateforme Disney+, perd chaque jour de sa pertinence et de sa valeur. Pire, il risque même de tomber dans le domaine public. Vous en avez sûrement entendu parler, mais au début de l'année 2024, Mickey est tombé dans le domaine public. Sauf que non, ce Mickey-là, celui que vous connaissez tous, vous ne pouvez pas l'utiliser. C'est uniquement le Mickey de Steamboat Willie qui l'est. En fait, Disney a pris le soin d'apporter régulièrement des modifications au personnage pour éviter que sa version la plus à jour tombe dans le domaine public. Pareil pour Superman, qui devrait bientôt subir le même sort, mais la première version, qui n'avait même pas le pouvoir de voler. Un des objectifs des remakes live-action peut être de créer une nouvelle représentation de ces classiques qui serait protégée plus longtemps par le droit d'auteur et qui pourrait donc être exploité plus longtemps uniquement par Disney. Ça s'est vérifié avec La Petite Sirène par exemple, puisque la version du dessin animé ainsi que la version du remake en prise de vue réelle étaient toutes les deux présentes dans les parcs Disney. Au point même de créer la confusion parfois. Lors de l'annonce de la prochaine extension Roi Lion de Disney Adventure World à Paris, les équipes ont dévoilé un concept art avec les personnages du film de 2019. Pourtant, l'entreprise a rapidement rétropédalé en expliquant que c'est bien la version du dessin animé qui sera adaptée. D'ailleurs, ça m'intéresse, en vrai, dites-moi, vous, quel est votre remake live-action Disney préféré? Personnellement, je les ai pas tous vus, mais parmi ceux que j'ai vus, c'est clair que ces dernières années, Cruella sort du lot. Perso, j'étais très chaud pour le Peter Pan de David Lowery,
et j'ai été un petit peu déçu. Aussi, il faut qu'on parle de l'éléphant au milieu de la pièce, la question du réalisme. Alors, je sais que ça fait beaucoup débat, mais clairement, l'animation purement 2D bat de l'aile. Disney a même fermé son département d'animation traditionnelle en 2013, après l'échec de La Princesse et la Grenouille. Le photoréalisme semble avoir pris le dessus dans le cœur des spectateurs, qu'on le veuille ou non. Dans un article sur le sujet, Emily Stepp dénonce ce qu'elle considère comme une forme de fétichisme. Pour elle, les remakes live-action de Disney illustrent parfaitement le concept marxiste du fétichisme des marchandises, où des œuvres culturelles, comme les classiques animés, sont détachées de leur valeur artistique ou narrative originelle pour devenir simplement des produits marchands. Elle critique notamment la manière dont Disney mobilise le photoréalisme, non pas pour enrichir la narration ou offrir une véritable innovation artistique, mais pour distraire le spectateur, fétichisant ainsi une expérience visuelle spectaculaire qui dissimule sa fonction purement marchande. Par exemple, pour Le Roi Lion, quasiment l'intégralité de la promotion a été réalisée sur cet aspect. D'ailleurs, le film est appelé live action à tort, puisque c'est de l'animation CGI, tout est en effets spéciaux. Enfin, tout sauf le premier plan. Pour l'anecdote, Jon Favreau a laissé un vrai plan, le premier, pour voir si les gens remarqueraient la différence. Bref, cette mise en avant du photoréalisme, elle s'inscrit dans une tendance plus globale, même si je pense qu'elle tend à se résorber petit à petit, de dévalorisation du cinéma d'animation. Les dessins animés seraient intrinsèquement des œuvres inférieures aux films en prise de vue réelle. Il suffit de voir l'engouement qui a suivi la sortie de Spider-Man Far From Home par rapport au film Into the Spider-Verse à l'origine. Personnellement, je me souviens qu'à sa sortie, j'avais entendu beaucoup de gens me dire qu'ils n'iraient pas le voir parce que c'était simplement un film d'animation. Alors que je pense qu'on est beaucoup à penser que c'est un des, si ce n'est le meilleur film Spider-Man, en tout cas des 20 dernières années. D'ailleurs, d'autres studios suivent la tendance, notamment DreamWorks, qui souhaite réaliser une réinterprétation en prise de vue réelle de son film Dragon, et dont le teaser laisse penser à une reproduction très fidèle. La notion du réalisme, sous toutes ses formes, a toujours été au centre de la question cinématographique depuis André Bazin et ses travaux sur le sujet. Jennifer Forrest et Leonard Coos soulignent un double mouvement opéré par Disney. Dans un premier temps, la mise en avant de l'innovation comme d'une nouvelle forme de magie à l'écran. Arthur Clarke disait lui-même dans une citation très populaire « Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie ». Walt Disney a toujours poursuivi cet objectif à travers les animatronics dans ses parcs ou au cinéma. C'est un phénomène qui trouve encore plus de résonance dans la période contemporaine. La pop culture du 21e siècle semble teintée d'une forme de pragmatisme, voire de pessimisme ou de cynisme, et beaucoup d'autres mots en isme plutôt négatifs. Les films et les séries les plus populaires sont moins colorées, moins joyeuses, ce qui se vérifie dans les différents succès. Les œuvres, même de divertissement, se doivent de traiter des problématiques sociales et surtout d'avoir à tout prix l'air crédible et vraisemblable. Malgré tout, elles se doivent de continuer à émerveiller. Les remakes live-action sont une forme d'héritage de cet objectif de magie par la technologie pour faire rêver. Vous me suivez ? Les réinterprétations en prise de vue réelle se vendent presque comme des versions améliorées des originaux. Ou du moins des versions plus adaptées à leur époque, au risque de perdre leur fantaisie. Mais la difficulté réside dans cette capacité à trouver un équilibre entre réalisme et magie, ce qui n'est pas toujours simple. Car sur la forme, Disney tente de remettre au goût du jour ses classiques par le biais d'une démarche photoréaliste. Cependant, l'objectif de Disney est aussi d'actualiser ses films sur le fond. Je ne vous l'apprends pas, les classiques Disney font face à de nombreuses critiques concernant certaines de leurs représentations. La plupart des remakes ont par exemple la fâcheuse tendance à expliquer tout ce qui était laissé sous silence dans les versions animées. Tout ce qui pouvait être perçu comme incohérent est corrigé pour le rendre plus plausible. C'est le cas du coup de foudre entre le prince et Cendrillon qui est très furtif dans le dessin animé et beaucoup plus développé dans l'adaptation de 2015. Samantha Zierger a analysé ces changements entre les originaux et les remakes. Elle mobilise dans un premier temps les différentes études qui démontrent bien que les longs métrages de La firme aux grandes oreilles servent d'outils de socialisation aux enfants en leur apprenant des normes et des codes autour de la féminité, la masculinité, etc. Par exemple, la plupart des princesses, et c'est le cas de Blanche-Neige, est avant tout définie par sa beauté. C'est même la seule raison pour laquelle les nains refusent de l'enterrer ou que le prince l'embrasse pour la sauver.
Je parlerai même pas de La Belle et la Bête, accusée de romantiser les relations toxiques, ou de la vision du Maghreb dans Aladdin. Des aspects que les remakes, comme je l'ai dit, vont souvent tenter de corriger. La Belle et la Bête a pris Emma Watson, connue pour son engagement féministe, afin de jouer le rôle principal. Dans l'adaptation de 2017, le personnage de Belle est toujours moqué pour sa passion pour la littérature, mais cela est plus valorisé par le long métrage. Il y a même une séquence où on la voit apprendre à lire à une jeune fille. De même, elle pleure moins et confronte plus souvent la bête. Pareil pour Aladdin, avec le personnage de Jasmine qui gagne en indépendance, avec même sa propre séquence musicale et une storyline ne tournant pas exclusivement autour de la recherche d'un mari, mais plutôt la défense de son pays. Des changements assez logiques, puisqu'encore une fois, un film se doit de raisonner avec son époque. Le but est absolument pas de dire qu'il faut à tout prix effacer les films d'animation classiques qui ont été faits dans un tout autre contexte. Simplement, encore une fois, la société a évolué sur ces questions et c'est normal que les œuvres suivent. Mais forcément, quand ils ont commencé à changer la couleur de peau des personnages, ça a commencé à poser beaucoup plus de problèmes. En 2019, Halle Bailey est choisie pour interpréter la petite sirène. Et s'ensuit une levée de bouclier contre ce qui est vu comme une trahison envers l'œuvre originale. Un mouvement similaire a lieu lorsque Rachel Ziegler, actrice d'origine colombienne, est désignée pour le rôle de Blanche-Neige et annonce que le film ne reprendra pas les représentations problématiques de l'époque. Une polémique que vous avez probablement suivie a même eu lieu avec les nains. Peter Dinklage se plaignant de l'usage de personnes de petite taille dans un contexte folklorique. Disney décide de transformer les nains, puis revient sur sa décision, pour un résultat qui reste à voir. En plus, le film a également Gal Gadot, actrice israélienne, à son casting. Sachant que Rachel Ziegler défend publiquement la cause palestinienne, bref, c'est pas la meilleure ambiance sur les tapis rouges. Beaucoup de gens se mettent à reprocher à l'entreprise de vouloir faire passer des messages dans ses films et servir un agenda woke. Le PDG Bob Iger est même obligé de préciser en interview que désormais Disney ne fera plus de politique dans ses films. Bon, si vous avez vu ma vidéo, vous connaissez déjà mon avis sur la question, mais pour faire court et simple, Disney a toujours été politique et le sera toujours, quoi qu'il fasse. C'est peut-être juste plus visible maintenant car la société est plus clivée. Le wokisme qui est dénoncé ici est pour moi plus du signalement de vertu venu d'une entreprise qui tente à tout prix de faire plaisir à tout le monde au risque de contenter personne. On se souvient du soi-disant personnage gay dans La Belle et la Bête qu'on mentionne une demi-seconde et coupé dans les pays conservateurs. Ici, c'est simplement plus visible, donc cela fait plus réagir les réactionnaires, mais la couleur de peau d'un personnage fictif n'a jamais changé la qualité d'un film, encore moins d'une sirène issue d'un conte imaginaire. Et disons que la multinationale Walt Disney Company peut difficilement être assimilée à un mouvement accusé d'être d'extrême gauche. Cependant, c'est la première impasse que Disney rencontre véritablement avec ses remakes. Alors que Shane Bailey, le producteur principal chez Disney, visait le milliard de dollars pour La Petite Sirène, le film n'en rapporte que 570 millions, ce qui n'est pas une catastrophe, mais loin des attentes et sûrement en grande partie à cause des polémiques. En voulant remettre au goût du jour ces classiques et en les adaptant à tout prix à l'époque pour garder le contrôle sur le narratif, l'entreprise manque doublement sa cible. Tous les chercheurs en sciences sociales que j'ai lus, et je peux vous dire que j'en ai lu beaucoup des articles, s'accordent à dire que les remakes live-action continuent à perpétuer des stéréotypes autour de la femme ou des relations amoureuses, malgré les changements qui sont quand même notés. Et de l'autre côté, des réactionnaires ou des fans un peu hardcore se sentent attaqués et ont l'impression que ces modifications sont une forme de reniement de l'œuvre originale qu'ils chérissent. Et finalement, en fait, cette stratégie qui peut paraître effectivement très fructueuse en regardant les chiffres, elle semble quand même se diriger dans un mur. Les remakes en prise de vue réelle sont la meilleure représentation de ce qu'est Disney. Ils s'inscrivent, comme on l'a vu, dans une logique de contrôle financier mais aussi créatif de leur licence. Ils sont même peut-être les œuvres les plus Disney imaginables. Dans cette partie, je vais beaucoup mobiliser les travaux de Bérénice Bonhomme et Rebecca Rowe sur le sujet. La chercheuse américaine rappelle qu'au sein de ces remakes, il faut en distinguer deux types. Les premiers, qu'elle appelle les retellings, comme Maléfique ou Alice, qui promettent d'aller au-delà de ce qui a été raconté. Ces films offrent un nouveau point de vue. C'est aussi le cas de Cruella. Bon, le plus souvent, le nouveau point de vue, c'est juste expliquer pourquoi une méchante est méchante et en quoi c'est pas vraiment de sa faute, ce qui a ses limites d'un point de vue narratif, mais c'est pas le sujet. Ces films, comme on l'a vu, servent à offrir une vision plus complexe et moins manichéenne de cette histoire pour la rendre plus crédible. Vous avez entendu parler d'une contrée lointaine et d'une malédiction, mais vous ne connaissez pas la véritable histoire.
De l'autre côté, les remakes comme La Belle et le Clochard ou Le Roi Lion servent avant tout à célébrer le passé. Ils participent même à renforcer l'aura de classique du film d'animation. D'ailleurs, la chercheuse relève que pour le moment, les seuls films qui ont eu le droit à une forme de retellings sont ceux qui sont sortis avant la Disney Renaissance, donc avant les années 90. La stratégie semble donc d'un côté de renforcer l'assise des films d'animation plus récents avec des remakes plus hommage qu'autre chose, ce qui semble se vérifier avec les remakes à venir de Stitch et Vaiana qui semblent assez fidèles. Et de l'autre, offrir un nouveau point de vue sur des œuvres considérées comme plus poussiéreuses comme La Belle au bois dormant ou Les 101 Dalmatiens. Je pense alors que les différents échecs des films Disney se trouvent dans les live-action un peu entre les deux, comme Blanche-Neige ou La Petite Sirène. Pas assez différent de l'original pour assumer être un nouveau point de vue, et pas assez proche de l'original pour ne pas faire de vagues. Pareil pour Dumbo, dont la première moitié est un remake quasi trait pour trait, avant de finalement prolonger l'œuvre originale. Il ne semble donc pas y avoir une stratégie de remake et de réécriture des classiques Disney, mais plusieurs avec des objectifs différents qui coexistent au risque de rentrer en collusion. Cependant, ils s'inscrivent tous dans un processus similaire. Bérénice Bonhomme propose la notion que je trouve parfaite de palimpseste mémoriel pour définir ces remakes. Le palimpseste, c'est un parchemin réutilisé sur lequel des textes plus anciens, effacés partiellement, restent visibles sous les nouveaux écrits. Le palimpseste mémoriel exprime donc l'idée d'une mémoire vivante et dynamique, où chaque nouvelle couche de sens s'inscrit sur une base qui conserve les traces de ce qui l'a précédé. Pour la chercheuse, le monde de Disney est rempli de renvois internes créant ces différentes couches. Elle prend comme exemple les méchants Disney qui se ressemblent tous, certains plans de films d'animation qui sont même recyclés, les chansons ou encore les Hidden Mickey, les petites têtes de Mickey qu'on retrouve un peu partout, y compris dans les parcs. Et dès leur origine, les films Disney ont un rapport très profond avec la mémoire. Ils sont en effet pour la plupart adaptés de contes qui correspondent bien à la métaphore du palimpseste. Il s'agit d'histoires racontées encore et encore, chaque narrateur partageant sa propre version. Les productions Disney perpétuent dans un sens cette tradition. Ensuite, c'est toute l'entreprise Disney qui s'est construite autour d'une forme de palimpseste. Les films sont devenus des attractions, les attractions comme Pirates des Caraïbes ou Jungle Cruise sont devenues des films. Les remakes ont même le droit à leur suite, spin-off, préquel, voire même, dans le cas de Cruella, à leur remake. Et tout ceci sans jamais pour autant complètement effacer le récit précédent. Tout est prévu pour une forme de cycle éternel où une couche supplémentaire du récit va venir s'apposer sur le précédent. Et encore une fois, cette stratégie porte ses fruits. Elle permet en effet de revitaliser d'anciennes franchises et dans la plupart des cas de générer du revenu tout en gardant le contrôle créatif sur les œuvres. D'ailleurs, si on élargit la focale, c'est toutes les industries créatives qui reposent là-dessus. La plupart des studios, des producteurs ou même des artistes se financent par le biais d'œuvres grand public sur lesquelles ils peuvent durablement capitaliser afin d'amortir les tentatives et les échecs propres à ces domaines. Comme je l'expliquais, les remakes live-action servent dans un sens à financer des John Carter, un raccourci dans le temps, ou n'importe quelle œuvre dite originale. Et c'est pareil pour les suites dans le monde de l'animation. On a vu dernièrement Pixar annoncer énormément de suites, La Reine des Neiges 3 et 4, ces opus-là, ils sont censés être faits pour pouvoir produire de nouvelles histoires originales. Le problème, c'est que la période actuelle a été bouleversée par l'arrivée du streaming et du Covid, qui a entraîné de nombreuses secousses dans le milieu. L'action en bourse de Disney en particulier était impactée par la décision de lancer Disney+, au point de mener à la démission de l'ancien PDG Bob Chapek, dont c'était le projet phare. Les remakes live-action ont alors été vus comme une bonne stratégie de sortie de crise. C'est pour ça qu'on a vu leur nombre se démultiplier. Mais comme tout mécanisme de réponse à une crise, ce dernier n'est pas prévu et ne doit pas devenir pérenne, au risque de créer des dommages collatéraux. Déjà, car le nombre de franchises à adapter reste limité. Certes, désormais Disney sort des préquels et des suites à ces remakes, mais malgré tout, le risque est de tourner rapidement en rond, voire de déprécier les œuvres de base. Dans son ouvrage passionnant que je ne saurais trop vous recommander à nouveau, l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, Walter Benjamin explique que chaque œuvre possède une aura. Cette aura, cultivée durant de nombreuses années par le biais du Disney Vault, se dépérit pour Benjamin à chaque reproduction. Enfin, il parle pas directement de Disney, ça c'est mon interprétation. Les remakes live-action réduisent alors l'aura des classiques Disney, dont la force dans l'inconscient collectif repose en grande partie dessus. Aussi, le problème est simplement de ne pas laisser la place à de la nouveauté, donc à de nouvelles franchises de voir le jour. En dehors de Pixar, il faut remonter à La Reine des Neiges en 2016 et Vaiana pour voir un film d'animation Disney s'imposer sans trop de contestation. À la limite peut-être Zootopie. Cette omniprésence des films dits Legacy entache à leur insu la réputation de la marque Disney. La célébration de la magie d'antan a laissé la place à la cupidité
fluidité dans l'esprit des gens. Dans son livre sur le recyclage culturel, Anne Mérès rappelle que le recyclage est à l'origine de toute entreprise culturelle. Vous connaissez la citation, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Mais elle souligne que ce recyclage s'oppose à la notion idéaliste de création pure. Or, même si on a vu que Disney a toujours adapté des histoires préexistantes, l'entreprise a cultivé cette vision traditionnelle du créateur, visionnaire capable de bâtir à partir de rien, en particulier autour de la figure de son fondateur, Walt Disney. Ces deux visions, ces deux narratifs entrent donc en collision et révèle ce paradoxe qui habite le discours de l'entreprise. Alors, même si elle s'inscrit pleinement dans la lignée de l'histoire de Disney et de son rapport à la mémoire, à la magie, les films live-action semblent malgré tout représenter une impasse. Et c'est peut-être la différence entre l'entreprise à l'heure actuelle par rapport à l'époque où Walt Disney était encore le dirigeant. Walt Disney, quoi qu'on en pense, se servait effectivement des récits, des histoires passées et créer une forme de palimpseste, mais avec un regard toujours tourné vers l'avenir. Or, aujourd'hui, les remakes en prise de vue réelle semblent avant tout tournés vers le passé. Il suffit de voir le peu d'engouement populaire qui semble entourer la sortie de Mufasa par rapport au Roi Lion en 2019. En tout cas, une chose est claire, Disney vit véritablement une crise créative. Merci énormément d'être resté jusqu'au bout de cette, j'allais dire petite vidéo, mais non, de cette plutôt grosse vidéo sur les remakes live-action Disney. J'espère que vous en avez appris un peu plus et surtout que ça vous a permis d'avoir une réflexion un peu plus large. D'ailleurs, j'en profite, si ce genre d'analyse de cinéma vous intéresse, j'ai un podcast avec mon frère où on sort un épisode toutes les 2 semaines. Le dernier est sur les comédies musicales. Je donne notamment mon avis sur Wicked, mais on revient également sur La La Land ou d'autres comédies musicales cultes. Et le prochain est sur les films de Noël. N'hésitez pas, on a une chaîne YouTube, ça s'appelle Frangin Vidéo Club. Mais c'est également disponible sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. On se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. C'était Adam Bros. Ciao!